Merci, Monsieur le Président du Centre départemental de gestion. Merci, Monsieur Sylvia Ancas, de m'avoir invité, ainsi que Madame la Directrice. Nous nous sommes déjà rencontrés effectivement à la Baule. C'était à la fois instructif et puis c'était un plaisir, car ça s'est passé dans une ambiance qui n'a pas ménagé les échanges critiques, mais qui a toujours été de bonne aloi. Merci, Monsieur le Directeur de l'École des Mines, de nous recevoir, et je veux saluer spécialement mon collègue ancien sénateur qui était à la réunion d'hier soir et qui m'a dit qu'il n'avait pas tout compris ce que j'avais dit, donc il est revenu pour que je lui donne des explications complémentaires. C'est que je me suis sans doute, comme ça m'arrive, mal expliqué. Puis je veux remercier aussi Monsieur le représentant du député du pays, et pour l'honneur qu'avec l'ensemble des participants qui sont très divers, m'ont dit, m'ont fait l'honneur donc de venir m'écouter. Mais de venir m'écouter, c'est pas tout à fait ça, parce que je pense que j'ai au moins autant à apprendre de vous, de ce que vous pouvez dire, de ce que vous pouvez objecter, que ce que je peux dire en l'état actuel des choses, qui est une situation assez difficile, car on est à peu près sûr de rien. Je vous remercie, Monsieur le Directeur, d'avoir dressé un panorama global des intentions dont on a parlé dans la presse et dans les réunions spécialisées, ce qui me dispense, moi, de revenir sur ces différents terrains. Et je voudrais simplement avancer quelques idées qui seront peut-être plus radicales que celles de la Baule, parce que le temps a passé. Et le temps a passé d'une façon qui n'était pas tout à fait prévisible quand nous nous sommes vus au début du mois de juin. Je vais m'expliquer, bien entendu, sur cette question. Le point de départ sera la création, par déclaration du Premier ministre, le 13 octobre 2017, de CAP 22, Comité d'action publique 22. Cette création m'a impressionné. Elle était tellement sophistiquée que je me suis dit, tiens, voilà du sérieux. Et je me suis dit que le moment était peut-être venu pour une remise en cause assez fondamentale du statut général des fonctionnaires, qui avait été mis en place donc de 83 à 86, et pour la fonction publique territoriale, en 83 pour le titre premier du statut qui couvre l'ensemble des 3 versants de la fonction publique, et en 84 pour les lois particulières relatives aux fonctionnaires de l'État, d'une part, et aux fonctionnaires territoriaux, d'autre part. Je me suis dit que c'était sérieux parce que c'était complexe. Et je me suis dit que les auteurs de cette construction CAP 22 avaient voulu faire complexe pour suggérer que c'était sérieux. Ma première réaction, car je ne suis pas seulement un politique, enfin je l'ai été, mais je suis aussi un rationaliste en sciences et un rationaliste en droit, et j'ai trouvé que c'était une belle œuvre. Et j'ai écrit un article pour dire mon inquiétude sur cet appareillage qui avait été mis en place et les risques que, de mon point de vue, il faisait courir au statut. Alors j'en profite pour faire une parenthèse et pour dire que dans cette situation qui est un peu complexe, je suis obligé de prendre plus que je ne l'ai fait à la Baule et que je le fais dans pareilles circonstances, des positions qui m'engagent. Et j'ai dit à monsieur le représentant de la députée qu'il ne fallait pas qu'il se trouve blessé par l'affirmation peut-être un peu abrupte de certaines de mes positions. Bien entendu, elles ne visent pas les personnes et ne veulent pas blesser les détenteurs d'opinions qui sont divergentes de la mienne. Nous sommes là pour un débat d'idées, avant tout. Donc je me suis dit que c'était quelque chose d'important, de mon point de vue, assez dangereux pour la construction de 83-84. J'ai écrit un article en ce sens,
Et puis au bout de quelques jours, je me suis dit que je m'étais peut-être un peu précipité et que peut-être cette construction n'était qu'un leurre. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'avait besoin ce président de la République, ce gouvernement, de cet instrument complexe pour se donner des idées. Il savait très bien ce qu'il devait faire. On pourrait résumer la démarche car elle avait beaucoup de précédents. Il s'agit de faire reculer la loi pour faire progresser le contrat. C'est aussi simple que cela. Et il n'y avait pas besoin de tout cet appareillage pour arriver à des mesures concrètes mettant en application cette démarche. Ce qui a compliqué les choses également, c'est le fait que les relations entre l'exécutif et les élus, et notamment les associations d'élus, qu'il s'agisse des communes, des départements et des régions, se sont tendues fortement. Et que l'avenir de la fonction publique territoriale, sans aucun doute, dépendra de l'évolution de ces rapports de force dont qu'on devine mal encore aujourd'hui, même si c'est en ce moment que se réunit le Congrès des maires de France. Donc c'est compliqué. Et donc ça implique qu'on soit les uns les autres sans doute mesurés dans nos appréciations, dans l'attente de ce qu'il se passera. Alors je voudrais intervenir sur 3 points. Tout d'abord sur la démarche des autorités publiques, pour essayer d'y voir un peu clair. Je vous soumettrai mon interprétation, bien entendu, et chacun pourra livrer la sienne. Puis ensuite, dans un deuxième plan, sur ce qu'on peut penser ou deviner sur les propositions qui, jusqu'à présent, ont été faites et quel peut être leur avenir. Et en troisième lieu, sur la manière que l'on peut imaginer que les choses vont se passer, et partant de là, bien entendu, qu'on les approuve, qu'on ne les approuve pas, comment chacun peut s'essayer à des propositions pour dessiner cet avenir dont Bergson parlait déjà. Donc sur le premier point, la démarche. C'est ce qui, comme j'ai vécu bien entendu activement ces dernières décennies concernant la fonction publique, je me suis dit qu'avait-il besoin de cet instrument alors qu'il y a eu des rapports qui ont déjà été faits sur ce sujet. Il y a eu en 2003, c'était après la cohabitation Jospin-Chirac, et il y a eu un rapport annuel du Conseil d'État qui développait la manière de voir ou de proposer du Conseil d'État concernant la fonction publique. Le rapporteur était quelqu'un qui s'appelle Marcel Pochard, qui était notoirement connu au Conseil d'État pour être un membre de l'UDI. Ça n'enlevait rien à ses qualités de juriste, c'était un excellent juriste. Et il a fait un excellent rapport que j'ai excellemment contesté. Et il y avait une phrase qui donnait l'esprit de ce rapport, c'était « Le droit de la fonction publique est un droit particulier », ce qui est déjà un signe d'exclusion de la norme. Moi, je parle de spécificité, pas de particularité. C'est un droit particulier et il faut prévoir que le contrat, dorénavant, soit une source autonome du droit de la fonction publique. Et c'était étayé, contestable de mon point de vue, mais étayé. Ce rapport n'a pas eu de suite. Et sans doute que son esprit a été dicté par le contexte politique du moment, car je me suis rendu compte très rapidement que mes collègues du Conseil d'État hésitaient à soutenir quelque temps après ce rapport et préféraient qu'on passe à autre chose. Ça n'a pas été le cas de Nicolas Sarkozy lorsqu'il est arrivé au pouvoir, et qui dès le 19 septembre 2007, à l'Institut régional d'administration de Nantes, a fait un beau discours qui reprenait l'idée du rapport du Conseil d'État. Et avec une phrase significative, là encore, il faut promouvoir
le contrat de droit privé négocié de gré à gré, qu'il assortissait par une phrase un petit peu démagogique: « Je préfère gérer des hommes que des statuts », bien sûr. Il a provoqué des réactions, mais on attend des pourvoirs, et il a chargé un collègue du Conseil d'État, Jean-Ludovic Silicani, de lui rédiger un livre blanc en vue de passer à une phase plus opérationnelle de la transformation qu'il souhaitait, mais toujours dans le même esprit de la promotion du contrat. Jean-Ludovic Silicani, avec qui j'ai eu des discussions à l'époque assez tendues, a fait un rapport qui n'était pas du niveau de celui de Marcel Pochard, mais qui était un bon rapport malgré tout. La moitié du rapport était consacrée aux valeurs de la fonction publique. Il y en avait 16, et je lui ai dit que trop de valeurs tuent les valeurs, et qu'il vaut mieux parler en droit de principes que de valeurs qui sont plus évanescentes que les principes. Et il proposait malgré tout toute une série de mesures caractérisées par le fait que le contrat devait l'emporter sur la loi, le métier devait l'emporter sur la fonction, et l'efficacité individuelle et la performance individuelle sur l'efficacité sociale. Donc tout était prêt pour passer à l'acte, sauf que quelque chose qui n'avait pas été prévu, c'était en avril 2008, la crise financière. Et à ce moment-là, de toutes parts, de gauche comme de droite, on a dit c'est pas le moment d'engager une réforme de la fonction publique, alors qu'il y a une crise financière. Le service public est un lieu de stabilité. Stabilité du point de vue de l'emploi, stabilité du point de vue du pouvoir d'achat par la masse qu'il représente, stabilité quant au régime de retraite et de protection sociale, j'ai ajouté moi, et stabilité d'un point de vue moral, face à une certaine immoralité des puissances financières à l'origine de cette crise. Donc tout le monde s'est rangé à cette idée qu'il ne fallait pas toucher à ce rapport, et donc ça a été l'échec de ce que Nicolas Sarkozy avait appelé une révolution culturelle à venir. Et puis on en arrive, il ne s'est pas passé grand-chose sous le quinquennat de François Hollande. Certains diront que c'est parce qu'il y a beaucoup de socialistes dans la fonction publique, ou l'inverse. Quoi qu'il en soit, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu ni attaque contre le statut, ni grand chantier ouvert, ni remise en cause des atteintes qui avaient pu être portées au statut au cours des années précédentes. Donc il ne s'est pas passé grand-chose, sauf une loi Lebranchu qui ne manque pas d'intérêt, mais qui est de portée limitée. Puis est arrivé donc Emmanuel Macron aux dernières présidentielles, et là on s'est dit qu'il allait se passer quelque chose, et on n'a pas été déçus. Qu'est-ce qui s'est passé en effet? Eh bien d'abord, le président de la République avait annoncé pendant la campagne électorale que le statut était inapproprié, ce qui avait entraîné de la part de Martine Aubry, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, Macron ras-le-bol. Depuis, on n'a plus entendu de ce côté-là de critique de cette tonalité. Et puis, il avait prévu aussi une réduction de 120 000 postes dans la fonction publique, 50 000 dans la fonction publique de l'État, 70 000 dans la fonction publique territoriale. Il se prononçait également pour le développement du contrat dans la fonction publique. Dans un article du Point de l'été du 30 août 2017, il critiquait de manière plus globale les insiders, c'est-à-dire les gens à statut, que ce statut soit réglementaire ou législatif, considérant et suggérant par là, bien qu'il ait utilisé un mot anglais, que c'était des gens que Raymond Barre autrefois aurait appelés des nantis, c'est-à-dire des gens protégés et douillettement installés dans cette protection. Et est arrivé donc le 13 octobre 2017 l'intervention du Premier ministre créant CAP 22. CAP 22, c'est quoi? C'est d'abord un comité composé de 34 membres
La moitié ont fait l'ENA. Il y a dans ce comité beaucoup de patrons du privé ou du public, mais beaucoup ayant fait un stage, un passage dans le privé. Il y a sur le tout un parfum de start-up. Il n'y a pas de syndicaliste, il n'y a pas de juriste du droit administratif, pas de membre du Conseil d'État, pas de syndicat. Et ce comité était chargé de faire un rapport qui devait être remis fin mars 2018. Mais était prévu également, et c'est pour ça que je dis que c'est une machine de grande ampleur et impressionnante, 21 chantiers ministériels, structurels, 5 actions transversales et un programme de comité interministériel de transformation publique. Était prévu également un forum en ligne. Et dans la lettre adressée par le Premier ministre aux différents ministres, il disait qu'il fallait travailler à hauteur d'homme, ce qu'on pouvait interpréter par « méfions-nous des grands principes qui nous entraînent dans le ciel des idées, mais soyons des pragmatiques, des managers de la fonction publique ». Et puis, vous allez voir que c'est radicalement différent, ce sont ces expressions par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Il annonçait des abandons de missions administratives et des transferts au secteur privé de certaines de ces missions. Bien. Et puis la prochaine échéance, c'était donc la fin mars avec la publication de ce premier rapport, du CAP 22. Sauf que on ne s'y attendait pas. Le 1er février, le Premier ministre prend la parole lors d'un premier comité interministériel de transformation publique et annonce un certain nombre de mesures concernant la promotion du contrat, concernant des plans de départ collectifs, concernant aussi la rémunération au mérite. C'était les 3 points. En donnant assez peu de détails, mais tout le monde a été surpris parce que pourquoi mettre en place cet instrument? Et puis, comme cela, et comme je le pensais, il s'avérait tout à fait capable de formuler des précisions sur les transformations qu'il souhaitait avant même que le rapport soit publié. Mais on s'est dit, on va voir les choses de manière plus claire lorsqu'on aura le rapport. Fin mars, le rapport n'est pas sorti, il n'est pas sorti en avril, il n'est pas sorti en mai, il n'est pas sorti en juin. En juillet, on nous a annoncé qu'il ne sortirait pas. Et que le gouvernement rendra peut-être public certaines dispositions lorsqu'il prendra ses décisions. C'était quand même très surprenant d'avoir construit cette bâtisse dont le produit central était ce rapport que le gouvernement semblait abandonner en cours de route. Le Monde a dit depuis dans un article du numéro du 30 octobre dernier que le gouvernement avait tout fait pendant l'été pour enterrer son propre rapport ou celui de la commission qui l'avait diligenté. Tout ça est extrêmement surprenant. Et puis on a vu sortir un rapport par la voie syndicale, ce qui était aussi surprenant, fin juillet. Le gouvernement n'a jamais dit que c'était le rapport de CAP 22. C'est le rapport attribué à CAP 22. Mais le gouvernement n'en a jamais pris la responsabilité. Donc c'est quelque chose qui est quand même, qui pour moi n'a pas de précédent. Et pourtant j'ai une longue vie dans la fonction publique. Je n'ai jamais connu cela. On a passé l'été, il s'est passé les affaires que vous savez, qui n'ont pas simplifié le climat, et pour l'action publique, et pour les acteurs de l'action publique. Et puis il y a eu ce deuxième comité interministériel de transformation publique, le 29 octobre, qui a précisé les choses sur les 3 terrains que j'ai évoqués précédemment au titre du comité du 1er février, et on en est là aujourd'hui. Alors, on est quand même en droit de se demander qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce comité qui n'existe plus, qui avait bénéficié quand même d'un crédit de 700 millions sur l'ensemble du quinquennat? Que fera-t-on de ces 700 millions, puisqu'il n'existe pratiquement plus de CAP 22 aujourd'hui?
C'est vraiment une situation qu'on a du mal à analyser tant elle est floue dans sa conduite. Je considère pour ma part, donc, c'est ma conclusion sur ce point, que c'est une démarche assez chaotique. On peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles peut-être certains parmi vous ont des réponses à cette question. Pourquoi ne l'a-t-il pas publié quand même? Moi, j'ai lu ce rapport et je passe à mon deuxième point sur le contenu des propositions qui ont été faites aussi bien dans ce rapport qu'à l'occasion des comités interministériels de transformation publique de février et d'octobre. J'ai lu ce rapport. Il y a toute une série de propositions par secteur qui émanent à l'évidence des ministères qui savent faire ça. Il n'y avait pas besoin de CAP 22 pour faire ces formulations particulières au ministère. Il y a une douzaine de pages qui concernent la fonction publique au sens global et ses statuts. Bon, je le dis franchement, je trouve que c'est un rapport médiocre et je ne le dis pas parce que je ne l'approuve pas. Je le dis par comparaison aux rapports que j'ai évoqués précédemment, ceux de Marcel Pochard et ceux de Jean-Ludovic Silicani, qui étaient des rapports que je n'ai pas approuvés, mais qui étaient des rapports compétents, de qualité. Celui-là n'est pas un rapport compétent. À l'évidence, ceux qui ont rédigé ce texte ne connaissent pas bien la fonction publique, ne connaissent pas bien le statut de la fonction publique. Le style est un style très managérial. À l'évidence, ça a été rédigé par des gens qui sont dans l'idéologie managériale de l'entreprise privée. D'ailleurs, c'est le reflet de la composition même de ce rapport et de cette commission. Donc, quelque chose qui vraiment n'est pas de bonne qualité. Je me suis demandé si ce n'était pas la raison principale pour laquelle le gouvernement ne l'avait pas rendu public. C'est, à mon avis, ce rapport est, du point de vue de l'action qu'il compte mener, illisible dans la fonction publique et dangereux pour la politique qu'il compte mener, car ça n'est pas le langage, ça n'est pas le vocabulaire de la fonction publique et ça ne traduit pas ni des grands principes, il s'était prévalu qu'il ne le ferait pas, ni des propositions directement opérationnelles. C'est un entre-deux de lieux communs et de pétitions de principes. C'est difficilement utilisable et c'est l'explication que je donne à cette non-publication. Restent les deux comités interministériels de transformation publique. Cela apporte des propositions dans trois terrains, ceux que nous avons évoqués tout à l'heure. Tout d'abord, le recrutement de contractuels. Ça n'est pas nouveau, donc, comme je l'ai indiqué précédemment, bien d'autres avant avaient revendiqué le développement du contractuel, qui d'ailleurs s'est développé spontanément dans la fonction publique, puisque dans la fonction publique dans son ensemble, il y a 20% de gens qui sont, pour l'essentiel, des contractuels de droit public, mais qui ne sont pas titulaires, qui ne sont pas fonctionnaires de fait. Donc ça n'est pas quelque chose de nouveau, et c'est comme ça depuis qu'il existe une fonction publique. Il y a des vagues de recrutement de contractuels qui après font l'objet de titularisation, et puis peu de temps après on recommence à recruter des contractuels. À la Baule, j'ai appris que dans la fonction publique territoriale, en 2017, on avait recruté dans l'ensemble des recrutements 40% de contractuels. Je poserai la question tout à l'heure au centre de gestion. Comment considère-t-il cette annonce? Est-ce qu'il l'approuve? Est-ce qu'il l'encourage? Ou bien est-ce qu'il la regrette? Première question. Bien, on évoque à propos des contractuels la similitude souhaitée avec les armées, des contrats de 5, 10 et 15 ans. Voilà. C'est quelque chose qui est bien connu, c'est revenu périodiquement au cours des dernières décennies. Il n'y a rien de véritablement nouveau sur le sujet. Deuxième question, les plans de départ volontaires. On aimerait bien savoir à quelle occasion il y aura des plans globaux de départ volontaires. Et ça n'est pas dit. Est-ce que c'est à l'occasion de grandes transformations des structures administratives? Est-ce que c'est la conséquence du développement de la numérisation? Est-ce que c'est en raison d'autres raisons?
on ne sait pas très bien pourquoi il y aurait des plans de départ volontaires. Peut-être en raison de, comme le disait la lettre du ministre, d'abandon de mission ou bien de transfert au privé de certaines de ces missions. C'est peut-être cela qu'on veut dire aussi. Mais ça n'est pas dit clairement. Alors, on dit qu'à cette occasion, il faudra améliorer l'indemnité de départ volontaire qui existe depuis 2008 et qui n'a pas rencontré un très grand succès. On dit qu'on va la valoriser, qu'elle pourra aller jusqu'à 24 mois d'indemnité pour un départ volontaire. Mais on ne dit pas dans quelles conditions. On imagine bien qu'un fonctionnaire qui, au bout de 3 ans dans la fonction publique, voudra partir, ne bénéficiera pas de 24 mois de salaire. De même, quelqu'un qui va prendre sa retraite dans 1 an ne va pas partir en demandant qu'on lui serve 24 mois d'indemnité pour partir. Tout ça n'est pas clair et appelle que l'on s'explique sur la question. Là encore, on parle de la référence aux armées, en particulier avec l'instance Mobilité Défense, qui a mis sur place une agence qui est recommandée en l'espèce également, une agence pour aider à la reconversion des gens qui partiront. Là aussi, ça reste flou, mais enfin, c'est une idée, après tout, pourquoi pas la prendre en considération. Donc, ces plans de départ volontaires sont assez frappants quand on parle de cela, car on n'a pas eu cette habitude dans la fonction publique de voir des masses de fonctionnaires par paquet s'en aller. Et d'ailleurs, quand on a essayé, donc depuis 2008, ça n'a pas eu un grand succès. Troisième volet, la rémunération au mérite. Là aussi, ça n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, car je me souviens, il y a une vingtaine d'années, le directeur général de l'administration et de la fonction publique disait qu'il faut que désormais la rémunération des fonctionnaires soit composée de 3 tiers. 1 tiers sur la base des grilles indiciaires qui existent, donc indexées à la valeur du point, bloquées, je le dis en passant, depuis 2010. Deuxièmement, une rémunération tenant compte de la fonction occupée. Et 3e tiers, l'appréciation du mérite. Alors il ajoutait tout de suite que les 3 tiers ne pourraient pas être forcément égaux. Il voulait simplement mettre en évidence qu'il y avait 3 terrains sur lesquels il fallait se situer pour apprécier le mérite global de l'individu et par là fixer sa rémunération. Mais comme on veut faire cela à crédit constant, on voit fleurir de temps en temps dans la presse spécialisée des propositions. Et la dernière en date de la direction de la fonction publique, c'est de considérer qu'on pourrait généraliser un retard dans les avancements. Ajouter 6 mois pour les échelons qui comportent 2 ans et qui passeraient à 2 ans et demi. Ça permettrait de gagner sur les 6 mois que l'on rajoute, qui seraient dans un fonds commun et servis sous forme de primes réparties. On verrait bien à ce moment-là comment ils seraient répartis. Bon. Tout cela, effectivement, sera mal vécu par les personnels qui, au lieu d'attendre 2 ans pour progresser d'un échelon, devront attendre 2 ans et demi. Puis on ne sait rien véritablement de la prime ou des primes qui seraient servies avec cet argent ainsi accumulé. Alors il y a d'autres recommandations plus mineures. On en appelle à la polyvalence des fonctionnaires, c'est une bonne chose, mais encore faut-il s'expliquer sur ce qu'on veut dire par là. On en appelle au développement du numérique, on appelle aussi à une déconcentration plus efficace. Ça, ce sont un peu des mots, tout cela. Et puis, il y a une mesure qui vient là, on se demande pourquoi elle est venue, mais pourquoi pas. On supprimerait le jour de carence pour les femmes enceintes. Vous voyez, ça... C'est un petit peu surprenant, mais enfin, personne n'a été contre. Personne, tout le monde a admis en disant ben, voilà enfin une bonne mesure, une mesure constructive. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, sur la base de mes informations, de ma connaissance, voilà comment je vois aujourd'hui les choses. Ce que je veux souligner, pour terminer avec ce deuxième volet, c'est que, contrairement à ce qui avait guidé l'élaboration du statut, il n'est pas question de référence à l'histoire. J'ai fait hier une conférence consacrée pour une bonne part
à l'histoire de la fonction publique et j'ai commencé mon discours comme je l'avais fait à la Baule, je crois, parce que c'est un roi que j'aime bien, par Philippe le Bel, pour montrer que ce qui existe aujourd'hui doit à Philippe le Bel, et puis à bien d'autres, bien entendu. Mais c'est avec cette vision historique qu'à mon avis, on comprend la réalité culturelle et en même temps que politique de la France d'aujourd'hui et de sa fonction publique. Il n'y a aussi aucune référence à la nécessité d'asseoir la réflexion sur la fonction publique sur un raisonnement rationnel. J'ai participé pendant 12 ans à la direction de la prévision du ministère des Finances comme économiste, et notre souci était de développer les recherches sur ce que l'on appelait l'efficacité sociale, en l'opposant à la rentabilité interne des investissements dans le secteur privé, avec une difficulté bien plus grande, car dans l'administration et dans le service public en général, les résultats ne se résument pas à un profit, à un taux de rentabilité interne ou bien à un retour sur investissement. Non, les résultats sont pluridimensionnels. L'action publique doit s'occuper d'aménagement du territoire, d'emploi, de formation, de commerce extérieur, de recherche, etc., etc. Et on ne s'en sort pas sur la base du management privé en monétarisant l'ensemble de ces dimensions. C'est faute de mieux qu'on le fait, mais ça n'est pas une démarche rationnelle. Et bon, c'est la direction de la prévision a disparu depuis parce que ça n'intéresse personne. Lorsque Nicolas Sarkozy a voulu faire de la réforme administrative, il a accumulé à partir de la RGPP, la révision générale des politiques publiques, plus de 300 mesures qui n'avaient qu'un seul objectif, et c'était à cela que se réduisait la rationalité, c'était la réduction de la dépense publique. J'en arrive au troisième et dernier point, en espérant ne pas être excessivement long. Qu'est-ce que l'on peut dire de la situation actuelle et puis de ce qu'on peut envisager à court et à long terme? Sur la situation actuelle, et je crois même pouvoir dire depuis le congrès de la Baule, les choses, à mon avis, se sont détériorées. Je ne veux pas parler seulement des sondages d'opinion concernant les acteurs publics principaux, mais il y a eu bon, il y a eu l'affaire, disons, Ben Bella, pas Ben Bella, Ben Allah. Ben Bella, c'est dans une autre époque. Ben Allah, l'affaire qui a posé un problème à la fonction publique. Est-ce qu'il est bon, à la fois du point de vue de l'éthique et du point de vue de l'efficacité, que la garde rapprochée du président de la République soit assurée par un contractuel et non pas par un policier ou par des gendarmes? Ça pose le problème des contractuels dans la fonction publique. Est-ce que le développement de la contractualisation dans la fonction publique reviendrait à mettre des Benalla partout? La question mérite d'être posée. Par ailleurs, il faut bien voir que le gouvernement a une marge de manœuvre qui s'est réduite et lui-même a réduit ses objectifs en la matière. On s'attaque à la dépense publique, mais quelle est la proposition qui est faite sur l'ensemble du quinquennat? C'est de réduire de 57 à 54% du produit intérieur brut, c'est-à-dire des richesses créées pendant une année dans l'ensemble de la France, c'est-à-dire de 3 points sur 57. Ça n'est pas la révolution quand même dans la gestion publique. Les prélèvements obligatoires, qui représentaient 10 à 15% du produit intérieur brut avant la Première Guerre mondiale, qui représentaient 35% au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui représentaient 41% du produit intérieur brut quand j'étais au gouvernement, et qui représentent aujourd'hui 45% du produit intérieur brut, bien que tous les premiers ministres et tous les présidents de la République se soient engagés à les faire baisser. N'ont pas baissé. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un développement des besoins sociaux fondamentaux qui ne cessent d'augmenter et des exigences de la cohésion sociale pour le pouvoir politique qui ne lui permettent pas de faire tout ce qu'il souhaiterait d'une manière discrétionnaire. Qu'est-ce qui a été prévu pour les prélèvements obligatoires? Une réduction de 1%. C'est-à-dire on passerait de 45 à 44. Mais avant-hier soir, je regardais la télévision et le commentateur disait qu'une
une société qui avait fait les calculs sur la base des engagements budgétaires qui étaient prévus, ne prévoyait qu'une réduction de 45,3 à 45,0. C'est quand même pas une transformation fondamentale. Et on voit bien que pour les acteurs du plus haut niveau, les choses ne sont pas faciles non plus. Je n'irai pas jusqu'à les plaindre. Mais il n'en reste pas moins qu'ils sont tenus bien d'autres choses encore. Cette fronde des associations d'élus, l'éventualité de mouvements sociaux. J'ai entendu ce matin qu'une confédération lançait une grande journée d'action pour le 1er décembre. Jusqu'à présent, ça a été modeste, mais enfin, les choses éclatent quelquefois alors qu'on ne les attend pas et prennent sens à ce moment-là. Puis j'ajouterais, c'est faire de la politique, mais enfin, qui ne fait pas de la politique ici? Qu'il y a des élections en 2019, des élections européennes que certains proposent de transformer en plébiscite. Et puis qu'il y a des élections municipales en 2020. Qui peut dire que dans ces conditions, il pourrait y avoir une réflexion sereine et des décisions spectaculaires concernant la fonction publique, alors qu'un simple fait divers, l'affaire Benalla, a conduit au renvoi sine die de 3 lois de transformation institutionnelle dont on ne sait pas très bien encore ni quel sera le contenu final, ni le moment où elles seront débattues au Parlement, même si c'est inscrit à son ordre du jour. On voit donc qu'on est dans un contexte qui est pour le moins incertain, et en tout cas, de mon point de vue, très dégradé par rapport au moment où on a installé CAP 22, dont, à mon avis, on ne reparlera plus. Alors, à quoi peut-on s'attendre? Je crois qu'on peut s'attendre d'abord, ne serait-ce que par le silence, à un abandon de CAP 22. Autrement dit, c'est la 3e offensive frontale contre le statut qui échouerait. Ça laisse des traces inévitablement, pour tout le monde, et pour ceux qui commanditent, et pour ceux qui en sont les destinataires. Je crois que le gouvernement va probablement intervenir sur les 3 terrains privilégiés que nous avons évoqués. Mais avec quelle portée, je crois que personne ne peut le dire encore aujourd'hui. Pendant les 30 années qui ont suivi le statut, il y a eu 225 modifications législatives du statut général, qui avaient comme objectif un certain mitage de cette construction juridique que nous avons mis en place, pensant sans doute que plus il y aurait de trous dans le statut, plus cela fragilisant l'ensemble du dispositif, il finirait par s'écrouler. Je crois qu'on continuera ce que mes collègues ont appelé des transformations souterraines ou bien un mitage du statut de la fonction publique. On conservera le statut, à mon avis. On le conservera, d'ailleurs Olivier Dussopt, secrétaire d'État chargé de la fonction publique, bien que son titre ne comporte pas fonction publique. Fonction publique, ce sont 2 mots qui sont bannis des affichages officiels. Une sorte de négationnisme sur la fonction publique qui est sans précédent, à mon avis. Bien, donc ce statut sera probablement conservé pour les fonctions les plus régaliennes, mais avec une perte de sens considérable. On va sans doute vers une fonction publique, on irait vers une fonction publique à l'allemande, qui a à peu près le même nombre d'agents publics qu'en France, mais avec 700 000 fonctionnaires sous statut seulement. Alors peut-être qu'on conservera le droit de grève pour les préfets, mais quel intérêt? Peut-être qu'on conservera le droit syndical pour les ambassadeurs, mais avec quelle portée? Donc on est dans une situation tout à fait étrange. Et personnellement, je pense que s'il y a réalisation, et il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y en ait pas pendant le quinquennat qui s'achèvera en 2022, je crois qu'elles sont de portée très limitée. D'autant plus qu'on ne sait pas comment vont évoluer les états d'esprit et des fonctionnaires, de leurs organisations syndicales et des élus, bien entendu, voire des centres des départementaux de gestion. Enfin, je terminerai peut-être par une vision plus
prospective, en même temps que plus philosophique. La fonction publique et le service public accompagnent la sécularisation du pouvoir politique à travers l'histoire, accompagnent une certaine socialisation de financement des besoins fondamentaux. La fonction publique est la porteuse d'une maturation de grands concepts comme celui d'intérêt général et de service public et de conception française de la fonction publique. Nous avons quitté un XXe siècle que d'aucuns, l'intellectuel catholique notamment, René Raymond, a qualifié de prométhéen. Siècle qui s'est effondré en son terme dans les années 90. Et aujourd'hui, on est dans une période glauque dans laquelle chacun s'efforce d'apporter une réponse pour rendre intelligible le moment que nous vivons. Alors certains disent, comme Edgar Morin, que nous sommes dans une métamorphose. Je partage ce point de vue. Je crois qu'on a quitté une civilisation et on s'engage dans une autre, mais un peu à l'aveugle. J'avais moi-même écrit un livre il y a 25 ans, « Pendant la mue, le serpent est aveugle », pour exprimer ce sentiment. Donc on est dans cette situation. Certains ont conclu que, il y a même eu un livre aux États-Unis, « La fin de l'histoire » de Francis Fukuyama, qui considère que le capitalisme a gagné, le néolibéralisme est un horizon indépassable et que donc c'est naturellement la fin de l'histoire. On peut penser aussi de manière très différente, et c'est la manière dont j'use moi-même, qu'on est dans un monde de plus en plus compliqué, qui a besoin de plus en plus de liaisons, qui a besoin de plus en plus de solidarité, de coopération, d'interdépendance, etc. Toute formule qui se condense en France dans une expression, le service public. Et je termine sur ce point.